9h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. Je cède mon micro à Louis Dauphren. Bonjour, c'est à vous. Bonjour Étienne et merci bien sûr. On vous retrouve demain matin à partir de 6h30. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Auquel vous pouvez participer avec deux adresses, direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com, en présence de Paul Picaretta et de Mayol Aldebert. Paul Picaretta, journaliste, éditeur. Bonjour Paul. Bonjour Louis. Et Mayol Aldebert, journaliste au Figaro. Bonjour Mayol. Bonjour. Allez, je vais vous dire quelques sujets. On en a sélectionné 3 ce matin. On va parler de la chaîne C8. Est-elle victime de la censure puisqu'elle disparaît, elle s'éteint demain, et TPMP, la dernière émission de Cyril Hanouna, c'est donc pour ce soir. La COP16, comment sauver la biodiversité ? C'est un rendez-vous qui est important, celui de savoir comment aujourd'hui on peut, face au déclin de la biodiversité, engager les milliards nécessaires pour sauver la nature. C'est une question de survie, nous dit-on. Et puis on parlera du foot français. Peut-être aussi, d'ailleurs, est-il dans un état difficile, cataleptique peut-être pour certains. Comment sauver le foot français ? Faut-il avoir ce titre-là ? Mais en tout cas, celui-ci est au bord de la crise de nerfs. On verra ce qu'en pensent nos débatteurs dans quelques instants jusqu'à 10h. Et on commence donc par Touche pas à mon poste sur C8. C'est vrai que c'est l'émission phare qui réunit quelques 2 500 000, 3 millions de personnes chaque soir et qui va donc s'arrêter avec Cyril Hanouna ce soir, qui doit annoncer ses projets après l'arrêt de la chaîne, avant l'arrêt de la chaîne, donc vendredi, demain, sur la télé numérique terrestre, la TNT, au fil d'une saga qui a opposé l'Arcom à la chaîne de Vincent Bolloré. Comment interpréter la disparition de cette chaîne C8, qui n'est pas la seule à disparaître, puisqu'il y a aussi Énergie 12, mais c'est essentiellement elle qui a braqué les projecteurs des médias sur cette réalité. Est-ce qu'aujourd'hui elle est sanctionnée de manière juste, logique, compte tenu des amendes que Cyril Hanouna a dû payer à l'Arcom, ou bien s'agit-il d'une forme de censure ? Mayol Aldebert, Paul Picaretta. Mayol. C'est vrai que le terme de censure, il est assez fort. Hein. Quand on pense censure, on pense au régime autoritaire qui contrôle tout le système d'information. Moi, je pense que c'est quand même une forte possibilité. Il faut pas être naïf. Le président de l'Arcom donc, est nommé par le président de la République. Le vice-président du Conseil d'État, qui assure la présidence du Conseil d'État, est aussi nommé par un décret du président de la République. Et le fait de couper cette chaîne qui, petit à petit, ces dernières années, avait pris un tournant assez politique contre le pouvoir, et je pense une forme de censure, même si, encore une fois, le terme est fort, et évidemment, on reste dans une démocratie, mais je voulais dire quelque chose. Je le dis pour que tout le monde comprenne. Hein. Oui, bien sûr. Mais il y a assez peu de précédents en la matière. En 1987, il y a une chaîne qui était fermée, c'était TV6. Et à l'époque, on était, une grosse dizaine d'années après l'ORTF. Et en fait, donc c'était sous la présidence Mitterrand. Le gouvernement change et bascule à droite avec la cohabitation. Et le nouvel exécutif décide de fermer la chaîne. Et à l'époque, ça fait aucun doute que c'est une décision de l'exécutif, et il le justifie en parlant de conditions d'attribution jugées non conformes. Mais en fait, on sait très bien ce qui se passe. Et aujourd'hui, il y a un peu une hypocrisie à ce sujet-là, je trouve, même si on ne pourra jamais prouver en fait, qu'il y a eu un ordre qui est venu de l'Élysée. Emmanuel Macron a démenti au Salon de l'Agriculture. On pourra jamais le prouver, évidemment. Mais moi, je pense que voilà, il ne faut pas être naïf sur la question. Paul Picaretta. Très difficile parce que il faudrait prouver que le gouvernement, Emmanuel Macron, a des intérêts objectifs à fermer une chaîne qui relaie une partie des idées des opposants politiques donc proches du Rassemblement national, puisque en fait, selon les audiences, je crois que la moitié des téléspectateurs de C8 sont des électeurs du Rassemblement national. Est-ce que Emmanuel Macron et le gouvernement ont un intérêt à stopper la chaîne d'un de leurs adversaires? C'est très difficile de répondre oui. On a plutôt tendance à répondre non, puisque ça fait partie de la stratégie politique du macronisme de faire monter cet électorat-là. Donc ça, c'est la première chose pour entrer directement dans le cœur du sujet. Politiquement, moi, je ne répondrai pas oui, vraiment. Et ensuite, factuellement, C8 a donné à peu près
tous les gages pour être fermé. C'est-à-dire que les multiples condamnations font qu'à la fin, effectivement, le Conseil d'État et l'Arcom, mais surtout à la fin, le Conseil d'État avait toutes les raisons de dire très bien, c'est fermé puisque le cahier des charges n'est pas rempli. Je rappelle que c'est pas qu'une question d'amende, etc. Il y a aussi un budget qui est présenté quand vous faites une chaîne, et que C8 n'a jamais été à l'équilibre. Et donc là, le Conseil d'État a dit non, mais votre projet, il tient pas la route. Voilà. 7,6 millions d'euros d'amende. Donc, ça n'est pas une surprise pour C8 qui pouvait se douter qu'une telle issue pouvait avoir lieu aussi. Non, mais c'est ça. C'est pas une surprise dans le jugement qui est rendu à la fin, puisque c'est les premiers, c'est les seuls, parce que Mayol disait effectivement c'est un cas rare, mais ce qui est un cas rare, c'est d'avoir une chaîne qui est condamnée à de multiples reprises. Je rappelle que, par exemple, CNews, qui appartient au même propriétaire, n'est toujours pas fermé, malgré des amendes, etc. Mais parce que le système économique n'est pas le même, qu'il y a un budget qui a été présenté et qui ressemble à un budget cohérent. Donc, il suffit pas d'avoir été condamné 1 ou 2 ou 3 fois. C'est qu'une fois, une fois que vous avez montré à peu près tous les signes du mauvais élève, oui, vous êtes renvoyé, quoi. Voilà. Cela relativise l'intention de censurer quoi que ce soit. Mayol Ladebert, ce que dit Paul. Sur le mauvais élève, moi je trouve que quand il y a un mauvais élève dans une classe, avant de l'exclure définitivement de l'école, on s'assure que ça soit pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'il porte préjudice au bien commun de l'établissement, en quelque sorte, quoi. Là, C8, c'est la première chaîne de la TNT, c'est des millions de téléspectateurs, c'est un écran noir ce soir, c'est 400 personnes au chômage. Je trouve que c'est vraiment difficile pour l'Arcom de montrer les justifications. C'est sûr qu'il y a eu 35 amendes, je crois, 35 sanctions. Mais justement, alors là, il y a un vrai sujet sur comment l'Arcom aboutit à ces amendes en fonction des saisines qui sont déposées. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Il y a une quantité de saisines qui sont déposées, qui sont faites, et on ne sait pas précisément comment l'Arcom choisit de les étudier et d'aboutir à ces sanctions, parce qu'en réalité, sur toutes les chaînes de télévision, il y a des propos déplacés, la justice fait son travail, quand il y a des injures, de l'outrage, de la diffamation, et il y a la question vraiment de la proportionnalité, parce que quand Cyril Hanouna est condamné, quand C8 est condamné à verser, je crois que c'est 3,5 millions d'euros d'amende pour avoir insulté le député Louis Boyard. En parallèle, la justice, elle le condamne pour injure ou pour outrage à 4 000 euros en justice. Donc c'est que la différence est assez étonnante. Ouais. En tout cas, Cyril Hanouna dit que le véritable coupable, c'est le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui aurait monté un dossier à l'insu du président de la République. Ça a été fait dans le dos d'Emmanuel Macron, on croit savoir l'animateur. Ouais, il y aura sans doute des enquêtes. Je ne suis pas trop informé sur la question. Je pense que la question plus générale est, comme l'a dit Mayol, on est sur des audiences qui sont considérables. Une des premières chaînes de télé sur cette tranche horaire, etc. Donc, il y a une question d'exemplarité, en fait. Est-ce que pour le bien commun, pour les jeunes qui regardent C8 et touche pas à mon poste en particulier, est-ce qu'il est bon que dans une société, l'audiovisuel puisse ne pas être encadré, tenu, et voilà, c'est une vraie question d'éducation, en fait. On parle pas d'une émission qui passerait à 1h du matin sur un canal confidentiel. Qui est apte à juger on a créé des institutions pour ça. Et le Conseil d'État qui passe après l'Arcom est là pour vérifier que les institutions fonctionnent bien. C'est juste un jugement technique. Bon, est-ce qu'on a confiance encore en ces institutions ? Si vous voulez, on peut faire un débat sur les institutions. Est-ce qu'il faut tout raser, tout réformer ? Mais bon, ces institutions, elles viennent pas de n'importe où. Et pour le coup, c'est important qu'il y ait, c'est vrai, un arbitre et une autorité qui régule. Et ça, c'est essentiel, avec un cahier des charges. Mais peut-être qu'on pourrait imaginer un autre mode de désignation du président de l'Arcom qui est très relié au politique, au pouvoir politique. Non, mais ça, c'est certain. On pourrait dire qu'il pourrait être désigné par le Parlement. Je ne sais pas, il faudrait peut-être explorer cette piste. Mais il y a quelque chose d'autre aussi, c'est que l'Arcom CNews avait été condamné à plusieurs reprises et ils ont pris une mesure validée par l'Arcom. Je me rappelle, je crois que c'était pour l'émission
d'Éric Zemmour, et peut-être qu'ils l'ont fait pour d'autres d'ailleurs, c'était d'arrêter de diffuser en direct et de faire un léger différé. Et C8 l'a évoqué rapidement lors des auditions des dirigeants à l'Assemblée nationale en juillet dernier. Et en fait, ça a été un peu balayé par l'Arcom. Donc ça aussi, ça interroge. Mais est-ce que vous vous réjouissez que cet espace de liberté d'expression disparaisse parce que vous dites il y a eu trop de dérives, on ne peut pas réduire la télé à un pugilat, ça donne un mauvais exemple à l'image de ce que dit Paul, et donc c'est une mauvaise image de la télé en fait, et on a un devoir d'éducation, ou bien est-ce que vous dites comme d'autres qu'il y avait un public, ce public, l'offre et la demande correspondaient, et donc il n'y a pas de raison que cette offre et que cette demande ne se rencontrent pas, et que cette disparition du paysage audiovisuel réduit la liberté d'expression. On est dans une culture où le marché avance son agenda, en fait, avant même le bien commun. Bon. Donc, la question de l'audience, c'est bon de savoir que dans notre pays, on est capable de prendre des décisions politiques où le marché n'est pas d'abord le maître. C'est-à-dire que si demain vous faites 5 millions d'audience en tuant des gens à la télé, vous avez le gendarme de l'audiovisuel qui arrive et qui dit ça, c'est pas bien. Même si ça marche, c'est pas bien. Oui, mais vous extrémisez le débat, Paul. Mais justement, j'extrémise le débat pour resituer le débat dans le fond. Le cœur du sujet, c'est est-ce que c'est le marché qui doit faire la télévision et les médias ? Et c'est pour ça qu'on a un service public d'ailleurs. C'est précisément, et du coup qui fonctionne un petit peu moins, mais parce que pour que l'information ne se transforme pas systématiquement en infotainment, pour que les deux ne se percutent pas en permanence. Donc c'est une vraie question, de savoir si l'audience doit dicter le contenu d'un journal, d'une chaîne télé, etc. Donc voilà. Maïol Aldebert. C'est vrai, mais il faut garder un équilibre, c'est-à-dire que l'audience, c'est aussi un indicateur. En fait, une chaîne de télévision, elle porte, comme un média de presse écrite ou une radio, elle porte une ligne éditoriale qui rencontre ses auditeurs, qui sont aussi des électeurs. Et comme Paul le disait, je crois que la moitié des téléspectateurs de C8, ou en tout cas de l'émission de Cyril Hanouna, votent pour le Rassemblement national. Où ces téléspectateurs vont trouver un autre espace de discussion dans l'espace public. C'est ça qui est important aussi. Donc, moi, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle. Après, on peut ne pas aimer l'émission, on peut ne pas aimer la forme, on peut ne pas aimer les idées. On peut trouver que c'est inaudible, hein. Mais moi, je trouve que, en tout cas, elle apportait quand même une certaine pluralité. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord aussi quand on dit que la liberté d'expression se rétrécit. Je trouve que, au contraire, il y a de plus en plus de pluralité depuis quelques années dans les médias. Et en fait, à quoi le voyez-vous ? C'est un débat assez large avec l'arrivée de Trump aux États-Unis, avec Elon Musk, avec J.D. Vance qui reprochait aux Européens de tuer la liberté d'expression en Europe. Moi, je trouve qu'en Europe, on n'a pas ce problème, et que en fait, il y a quand même beaucoup de médias qui ouvrent en permanence avec des lignes éditoriales de plus en plus diverses. Et le Rassemblement national fait 30% aujourd'hui en France. S'ils n'ont pas un espace de discussion à la télévision dans le paysage audiovisuel français, c'est quand même assez inquiétant. Donc, ouais. Avec une part d'audience de 3,1 en janvier, C8 a été la 6e chaîne de France le mois dernier, selon les derniers chiffres de Médiamétrie. Comme vous le disiez, Maïol, il y a 400 emplois à la clé qui sont touchés par son arrêt, d'après les dirigeants de la chaîne, sachant que les deux chaînes, C8 et Énergie 12, pourraient continuer sur le câble satellite ou Internet, mais évidemment, les ressources publicitaires seraient bien inférieures. D'ailleurs, il y avait eu quand même des alertes, puisque les publicitaires s'étaient retirés aussi de l'image à laquelle ils ne voulaient pas être associés, celle de Cyril Hanouna. Donc en fait, les signaux d'alerte avaient été largement envoyés il y a déjà quelques temps, mais Cyril Hanouna avait continué. Est-ce que vous avez des choses à dire sur la personne de Cyril Hanouna, le rôle qu'elle occupe dans le paysage médiatique français? Paul Picaretta.
Il y a eu pas mal de portraits de Cyril Hanouna. C'est quelqu'un qui est toujours décrit comme à la fois extrêmement sympathique et aussi sympathique qu'il est violent, manipulateur, offensif, quoi. Un personnage haut en couleur. Donc, d'ailleurs, il n'a pas toujours eu les positions qu'il a actuellement. C'était quelqu'un à la base plutôt sobre, soft, rigolo et qui n'allait pas plus loin que le côté rigolard. Et donc, il s'est radicalisé, il est devenu hanounesque. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui inspire une certaine terreur quand même dans le PAF. Et qui est capable, oui, effectivement, d'intimider et d'avancer un agenda très facilement. Donc, moi, je critique absolument pas le contenu et la forme, en tout cas, de ce type de télé-là, où je suis pas très client, mais j'aime bien savoir que, effectivement, les choses populaires, un peu vulgaires fonctionnent, et je trouve ça très bien, parce que j'ai grandi devant la télé, donc j'aime bien la télé. Donc c'est vraiment pas le côté, vous voyez, jugement de Parigot, ah oui, c'est les beaufs qui regardent C8. C'est vraiment pas ça, moi, mon problème. Mon problème, c'est qu'il faut une offre populaire pour les gens, et une offre populaire, c'est aussi une offre qui les respecte, en fait. Et vous estimez que ça ne les respecte pas ? Bah, pas tellement. Il y a des offres populaires qu'on peut trouver vulgaires, mais qui me semblent à l'intérieur de laquelle on va toujours trouver des bonnes choses. Et c'est vrai qu'avec Hanouna, il y avait une dérive de plus en plus. La course à l'audience, au buzz, etc., faisait qu'à la fin, je crois que personne ne se reconnaissait réellement dans ce type d'émission. Tout le monde a regardé en disant « je la regarde, mais avec de la distance ». Bon, bah, quand on en vient là, c'est... Mayol Aldebert. De toute façon, c'est pas la fin de Hanouna, puisque on attend tous de savoir où est-ce qu'il va aller. Il y a plusieurs chaînes qui le courtisent, et je crois qu'il y a une mise en scène qui est préparée parfaitement ce soir à l'issue de la dernière émission. Donc c'est un phénomène politique qui va se poursuivre. Après, la question de savoir s'il fera la même chose, est-ce qu'il fera de la politique ou simplement du people, les conditions qui seront posées si jamais donc il va sur M6, tout cela est encore à préciser. On n'a pas encore d'éléments précis sur la question. Le fait, je vais oser un petit peu... Oui, pour Paul terminer, Mayol a avancer la question du report de consommation, c'est-à-dire où vont aller les 3 millions de téléspectateurs. Oui. Ça, c'est une question très intéressante dont je n'ai absolument pas la réponse, mais qui est un très bon indicateur, quoi. Peut-être vont-ils déserter ? Alors, on déserte jamais. C'est-à-dire que on remplace toujours une activité par quelque chose, mais c'est pas forcément là où on s'y attend, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que c'était un rendez-vous d'émission à la télé, donc c'est très différent de tout autre type de consommation visuelle, comme sur les plateformes de streaming. Donc peut-être qu'effectivement, on va avoir des enquêtes et des statistiques, comme on voit après les élections sur les reports de voix. Ça va être très intéressant. Le fait que le groupe Bolloré ait décidé de se retirer de la TNT, de retirer d'autres chaînes de la TNT en guise de sanction, et donc que cela pèse sur le financement du cinéma français, ça, comment l'interprétez-vous ? Mayol Aldebert, c'est du chantage et de la négociation, c'est rien que de normal. Mains ouvertes, un appel de la Fondation Notre-Dame. Bonjour, je suis Julie, chargée du suivi des projets à la Fondation Notre-Dame. À seulement 19 ans, Angela a déjà traversé des épreuves qui auraient pu briser ses rêves. Originaire de Colombie, elle s'accrochait à sa passion, le football, qu'elle pratiquait depuis presque 10 ans, rêvant d'en faire son métier. Mais en France, ce qui semblait être une opportunité pour sa carrière s'est transformé en un piège, une tentative d'exploitation sexuelle. Avec courage, Angela a réussi à fuir, et après une période d'errance, elle a trouvé refuge dans une association. Aujourd'hui, elle reprend espoir grâce au futsal, son sport de prédilection, où elle excelle. Son entraîneur l'a décrit comme talentueuse et dévouée. Mais Angela ne pourra pas continuer à jouer si elle ne peut pas financer son inscription. De plus, ses chaussures trop petites la font souffrir à chaque entraînement. Avec 200 €, Angela pourrait s'offrir une paire de chaussures adaptées et payer ses frais d'inscription, lui permettant ainsi de poursuivre son rêve et de se reconstruire une vie autour du sport qui la passionne. Faites votre don en toute sécurité sur le site fondationnotre-dame.fr
ou bien par chèque, Fondation Notre-Dame, mains ouvertes, au 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75 004 Paris. Merci. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Les partenaires sociaux sont partis pour 3 mois de négociations sur la réforme des retraites de 2023. Le Premier ministre François Bayrou a demandé hier aux syndicats et au patronat de rétablir l'équilibre financier de notre système de retraite à l'horizon 2030. Son déficit devrait atteindre 6,6 milliards d'euros en 2025. Emmanuel Macron entame une visite d'État de 2 jours au Portugal, une première depuis 26 ans. Le président entend renforcer les liens entre les deux pays, notamment en matière de défense. Donald Trump estime que l'Union européenne a été faite pour, je cite, entuber les États-Unis. Bien que la construction a toujours été soutenue par Washington, le président américain balaie ses liens historiques d'un revers de main. Il a par ailleurs annoncé que les produits européens feraient l'objet prochainement de 25% de droits de douane. La Commission européenne a aussitôt réagi. Elle affirme que l'UE a été une aubaine pour les États-Unis. Elle entend réagir fermement et immédiatement à de nouvelles taxes douanières. En outre, les États-Unis ont annoncé hier des coupes budgétaires massives dans les programmes américains de développement et d'aide à l'étranger, des coupes allant jusqu'à 90% de réduction. Le Hamas a restitué cette nuit 4 corps supplémentaires d'otages israéliens morts à Gaza. Cette restitution a été suivie d'un transfert de prisonniers palestiniens vers la Cisjordanie occupée. Il s'agit du dernier échange prévu dans le cadre de la première phase de la trêve qui s'achève samedi. Procès de l'attentat de la basilique de Nice, le Tunisien de 25 ans, Brahim Awissaoui, accusé d'avoir assassiné 3 paroissiens dans l'église en 2020, a été condamné hier, réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté incompressible, soit la peine la plus lourde du code pénal français. Suite de l'affaire de l'attentat de Mulhouse, l'assaillant a été mis en examen à Paris et écroué. Cet Algérien en situation irrégulière en France a été accusé d'avoir tué au couteau un passant et blessé 6 autres personnes samedi à Mulhouse. Le comité interministériel sur l'immigration s'est positionné. Pas de volonté d'escalade avec l'Algérie, mais une menace de remettre en cause les accords de 1968. François Bayrou a réuni hier ce comité ravivé par l'attentat de Mulhouse. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Le multilatéralisme environnemental ne se porte pas très bien. On sait que la COP 29 avait été jugée décevante en novembre à Bakou. Et il y a une autre institution qui s'appelle la CDB, la Convention sur la diversité biologique, qui a bien du mal aussi à se faire entendre. Il y avait des négociations qui avaient été interrompues. Elles ont repris à Rome sous l'égide des Nations Unies. Ce sont des négociations sur la protection de la nature et qui veulent s'unir. Donc les négociations, et en tout cas les signataires de la CDB veulent soutenir la vie sur la planète. Et le ministre Susana Mohamed, qui préside ces 16e conférences de la Convention sur la diversité biologique, rappelle même qu'il a entre ses mains la mission la plus importante de l'humanité au XXIe siècle, c'est-à-dire notre capacité à soutenir la vie sur cette planète. Maintenant, il y a les affrontements nord-sud pour savoir qui finance quoi. Et là, ça bloque à de nombreux égards. Et ça avait justifié le fait que cette précédente COP 16 avait été interrompue à Cali. Voilà, donc on va essayer de resituer un petit peu les choses. C'est vrai que c'est un petit peu la diplomatie et qu'il y a un langage un petit peu étrange ou opaque pour le grand public. Mayol Aldebert et Paul Picaretta. La question, c'est question de survie. La biodiversité, on n'en parle pas assez, on ne la finance pas assez. C'est ça, en fait, l'idée. Oui, disons que c'est un sujet qui est beaucoup moins à la mode que le climat, effectivement. Dans les consciences, d'ailleurs, j'ai l'impression, en tout cas en France, que quand on dit écologie, on pense avant tout climat. La question de la biodiversité, elle a souvent été assez marginalisée dans l'écologie parce que ceux qui portent ces questions-là sont des écologistes purs et durs, scientifiques, qui ont les pieds dans la boue à 7h du matin dans le Bocage normand ou ailleurs. Donc ça a été assez compliqué de porter le sujet de biodiversité dans le débat public. D'ailleurs, on parle pas beaucoup il y a très peu d'actualités sur la biodiversité. Sur l'enjeu, en fait, qu'on a en ce moment, c'est de savoir comment va se répartir l'argent pour cette opération biodiversité. Il se trouve que
paradoxalement, c'est dans les endroits où il y a le plus de biodiversité, c'est-à-dire le plus d'espèces différentes, les pays du Sud, en fait, l'Amérique du Sud, par exemple, c'est là où il y a le plus de biodiversité, mais c'est là aussi où il y a le moins de moyens mis en œuvre pour la préserver. Donc les sujets d'accrochement sont là. Voilà. Les pays développés qui s'engagent à fournir 20 milliards de dollars d'aide annuelle pour la nature d'ici 2025, 30 milliards d'ici 2030, mais pour l'instant, ils peinent à sortir, ils n'ont atteint qu'environ 15 milliards en 2022. Donc ils peinent à financer cet effort. Mayol Aldebert. C'est vrai que moi, ce qui me fascine un peu, c'est tous les 2 ans, il y a ces COP qui sont un peu moins connus sur la biodiversité, donc la COP 16 à Cali. Et à chaque fois, les participants se concertent pendant des jours, et puis ça finit par une grand-messe en pleine nuit jusqu'aux aurores, où chacun arrache des concessions, et puis finalement, il y a des cris de victoire à la fin. Et tout le monde filme ce moment, on l'entend à la radio. Et après on reprend l'avion. Voilà, et tout ça, oui, en plus. Mais bon, c'est nécessaire en même temps. Tout ça pour finalement pas grand-chose, même si il y avait eu quelques mesures qui avaient été présentées comme des victoires en novembre dernier, je crois, notamment la création d'un organe permanent pour les communautés autochtones, et une contribution financière des entreprises pharmaceutiques sur le séquençage génétique issu de la biodiversité de ces pays-là. Mais voilà, il y a des grandes ambitions affichées, et ensuite, sur les plans d'action, par exemple, il n'y a que 44 pays qui ont présenté leur plan d'action pour suivre la Convention sur la diversité qui avait été adoptée en 2022, qui avait été présentée comme très ambitieuse par toutes les associations. Donc c'est vrai que, en fait, ça souligne le problème que il n'y a pas de contrainte juridique. En fait, c'est très difficile dans cette matière-là. Ce qu'il pourrait y avoir, en fait, c'est une pression géopolitique de la part des plus gros acteurs. Mais les plus gros acteurs, c'est par exemple les États-Unis. Et on se doute bien que là, avec Donald Trump, ça va être un peu compliqué de faire pression sur le sujet. Et puis après, c'est des choix. Mais c'est vrai que les pays du Nord dépensent déjà énormément en la matière. Je prends juste un petit exemple que je trouve assez marrant. À côté de chez moi, chez mes parents à Grenoble, il y a une route sur laquelle la municipalité a construit des tunnels pour les amphibiens, pour les grenouilles. Ça a coûté 300 000 €. Donc tout cet argent, c'est vrai que les pays du Sud n'ont absolument pas les moyens de le dépenser. Il faut qu'il y ait une solidarité avec l'aide au développement, et je crois qu'il réclame 30 milliards d'euros. Mais c'est vrai qu'il y a déjà une dissymétrie, en fait, de base dans cette approche. Il y a l'idée quand même peut-être un peu de culpabiliser les pays du Nord. En tout cas, on entend des phrases comme celle-ci: si les pays riches se défilent, la confiance pourrait être rompue. Résoudre la crise de la biodiversité est une question de survie pour les écosystèmes, l'économie et l'humanité. Ce qui est étonnant, c'est la disproportion entre les discours très apocalyptiques, et après les moyens qui ne suivent pas, ou le fait qu'on ne soit pas du tout à la hauteur de ces discours. Je peux picareta. Et ça, sur l'écologie, c'est assez fréquent. Je pense que les opinions des pays du Nord sont beaucoup plus sensibilisées à cette question du climat et de la biodiversité, et donc forcément beaucoup plus sensibles à la culpabilité. Donc forcément, c'est un levier pour les pays du Sud. Franchement, il y a certains pays où il n'y a pas du tout cette conscience écologique qu'on a en Europe, honnêtement. Donc forcément, c'est un levier aussi, et c'est de bonne guerre de jouer là-dessus. Oui, l'Amérique du Sud et la plupart des pays d'Amérique du Sud sont très conscientisés sur la question écologique quand même. Donc c'est plutôt des pays phares dans les pays du Sud. Mais sur le côté apocalyptique, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent depuis une dizaine d'années quand on entend parler des écolos, perspective apocalyptique, etc. J'entends que ça peut faire peur. La réalité quand même de la biodiversité, c'est que, pour prendre un chiffre très grossier, on dit souvent la biodiversité, c'est 80% du PIB. Parce que, de fait, la biodiversité, c'est ce qui nous permet de nous nourrir enfin, de vivre, et de faire de l'artisanat, etc. Bon, donc c'est un enjeu vital, littéralement. C'est littéralement un enjeu vital. Donc c'est pour ça qu'il y a cette perspective un petit peu apocalyptique, quoi, quand on en parle.
Comment sortir justement de peut-être cette perspective-là, essayer de conscientiser, de responsabiliser simplement et de mener à bien un agenda responsable? C'est des leviers. Le levier apocalyptique, on va dire que c'est celui qu'on active dans les pays occidentaux parce qu'il fonctionne pour mobiliser les plus jeunes. Et ça, c'est vrai, hein, ça fonctionne. Ça fonctionne moins chez on va dire un prototype plus conservateur, peut-être plus âgé. Il n'empêche, ce sont les jeunes qui font bouger les choses. Et donc, je ne sais pas s'il faut à tout prix sortir de cette rhétorique-là ou tenter d'y adhérer à sa façon, sans remettre en question sa foi, par exemple, hein, puisqu'on est chez RCF Radio Notre-Dame. Mais voilà, c'est important de comprendre que la question de la biodiversité prise sous un angle apocalyptique ne va absolument pas remettre en question votre foi en la résurrection, des choses comme ça. C'est très concret, en fait. Hein. C'est une voiture un train qui est lancé à vive allure et qui fonce dans le mur. Il faut l'arrêter. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Hein, encore une fois, la biodiversité, c'est ce qui fait que notre économie, une partie de notre économie mondiale, fonctionne. Je crois que WWF dit que c'est effectivement la moitié du PIB en France qui dépend de la bonne santé des écosystèmes. Et c'est vrai que la biodiversité, comme disait Paul tout à l'heure, elle est moins visible en fait que le réchauffement climatique, où on a des étés plus chauds, il y a les incendies en montagne, c'est particulièrement visible. On a tout misé là-dessus, hein, en termes de communication, sur le climat, le réchauffement. Si vous voulez, quand on voit les glaciers fondre en l'espace de 10 ans, mais même pour quelqu'un de ma génération, qu'on n'a pas encore beaucoup de recul, les anciens le disaient avant, nous en montagne, puisque je viens d'un territoire montagnard, on voit les glaciers fondre en l'espace de 10-15 ans, c'est vraiment très impressionnant. Ça vous afflige, Mayol? Disons que moi je suis amoureux des montagnes, donc forcément ça m'afflige. Et après, honnêtement, la fonte des glaciers, la fonte des glaciers, pas la fonte des glaces, a pas beaucoup de conséquences. C'est visible, c'est visuel en fait, c'est très impressionnant visuellement, et ça a traduit un problème plus global de réchauffement climatique. Mais la fonte des glaciers en elle-même, il y aura plus de glaciers, quoi. Tant pis, quoi. Vous savez, Mayol, qu'il y a au cœur de Chamonix, il y a un parc avec une butte qui marque l'état maximal d'avancement du glacier de la mer de glace dans les années 1850. Et on peut se poser la question aussi de savoir si le refroidissement ne serait pas plus dramatique que le réchauffement, parce qu'à une époque où les glaciers avançaient, les gens étaient terrorisés par l'avancement des glaciers qui dévastaient les cultures et empêchaient les pâturages. Oui, donc c'est aussi une question de perception. On se dit, est-ce que le réchauffement est une chance ou une malédiction? En fait, là, il faut quand même souligner qu'il y a une accélération. Il y a toujours eu des aires glaciaires. Il y a des glaciers qui sont descendus dans les vallées en fonction des époques, plus ou moins profondément. Mais aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est pas sur le sujet des glaciers, c'est pas la fonte des glaciers en eux-mêmes, c'est la vitesse à laquelle ils fondent. C'est ça. Et la question d'adaptation, puisqu'on le répète, hein, mais le problème, effectivement, c'est l'accélération qui pose une question d'adaptation du vivant à ce changement. Et donc, moins la biodiversité a la capacité de s'adapter, et plus elle est déstabilisée. Et là, on est un petit peu pris de court justement par la vitesse et l'accélération dont vous parlez, et puis la décision politique qui, elle, ne se caractérise pas par sa célérité. C'est plutôt l'inverse. Vous êtes sensible à cette question de la fonte des glaciers aussi, qui est très visible? Alors, mes parents sont grenoblois, mais également, j'ai grandi en Provence, et donc en Provence, il n'y a pas beaucoup de glaciers. Moi, je suis de là-bas, mais c'est vrai qu'il y a des territoires qui changent, et on est beaucoup plus sensible, je pense, par chez moi, à l'avancement de la bétonisation, etc. Mais alors ça, c'est un sujet qui peut tout à fait entrer dans le cadre de la biodiversité. C'est un sujet de biodiversité, évidemment, parce que effectivement, moins il y a d'insectes, moins il y a d'oiseaux, et c'est une chaîne. Tout est lié, comme disait un certain pape. Mais j'ai été marqué par une interview là qui a été donnée sur le site de nos confrères de Famille Chrétienne. L'intervieweur disait il faut arrêter de s'alarmer sur la biodiversité, puisque en France on sauve des espèces, et il citait quelques exemples. Et comme son contradicteur n'avait pas son intervieweur n'avait pas apporté la contradiction, c'est vrai qu'en France, comme il y a un certain budget pour la biodiversité, on arrive à sauver des espèces, mais pour une espèce qui passe sous un statut normal,
2 espèces passent sous le statut en voie de disparition. Et donc, on n'est pas l'un des plus mauvais pays en biodiversité, loin de là. Mais globalement, le constat que font les ornithologues, par exemple, depuis 20 ans, c'est un constat assez dramatique et assez triste. Et ce sont pas des gens, ce sont des scientifiques. Il faut quand même rappeler les choses. Les gens qui comptent le nombre d'oiseaux et de vertébrés dans leur région sont d'abord des scientifiques de formation, voilà, des champions de la SVT. Bon, donc ce sont pas des gens qui ont l'habitude d'être irrationnels ou voilà. Bon, évidemment, je ne peux que citer Johannes Herrmann, le chrétien très engagé sur la question de la biodiversité, et vous recommandez la lecture de son livre qui s'appelle Face à l'éco-anxiété, et qui est vraiment un spécialiste du recensement. Globalement, le tableau est assez noir. Et voilà, on a très peu de bonnes nouvelles qui nous parviennent du terrain, et donc il faut continuer d'investir, continuer de recruter. Et le débat, il est là. C'est un débat politique. Quand vous avez des présidents de région qui ferment et qui s'attaquent à des observatoires, des points d'observatoire, etc., qui disent bon, on va fermer les subventions à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, par exemple, c'est dramatique, quoi. C'est un pas en arrière. Donc le débat, il est aussi politique, quoi. Maya Ladebert, sur ce point ? C'est un débat très concret. Peut-être qu'on peut rappeler, puisqu'on est parti sur le sujet de la COP16, que l'objectif en 2022, donc dans l'accord ambitieux de la COP15, c'est de protéger 30% des mers et des terres et de restaurer 30% des écosystèmes dégradés. Donc ça, c'est l'objectif. C'est énorme, hein ? C'est énorme. Et l'ONU a fait le constat en septembre, donc 30%, qu'on était à 8% des mers et 17% des terres protégées. Donc ça, c'est l'objectif et puis la réalité. Et après, il faut mettre en place des plans d'action. Et là, c'est vraiment tout l'enjeu des COP sur la biodiversité. Donc, c'était l'enjeu de la COP 16, ça n'a pas marché. Ça sera l'enjeu de la prochaine COP, de politiquement, très concrètement, voir comment on peut faire pour contraindre, mais en fait, la contrainte n'existe pas, donc plutôt encourager ou convaincre les pays de mettre en place des plans d'action très concrets pour parvenir à ces objectifs, puis grignoter quelques pourcents petit à petit. Mais ces plans d'action, Maya Ladebert et Paul Picaretta, se heurtent bien souvent à l'incompréhension ou à l'hostilité des agriculteurs, par exemple, qui ne comprennent pas pourquoi on les persécute sur la protection des espèces. Et là aussi, si je reviens au sujet précédent, on a du mal à se parler, semble-t-il. Il y a des milieux qui ont du mal à prendre conscience, ou je ne sais pas, soit de l'urgence, soit on ne leur adresse pas la parole sur un ton qui convient, on n'est pas suffisamment empathique, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ce problème de communication, semble-t-il. Qui est largement surévalué par les médias, d'ailleurs, parce qu'il y a eu un rapport récemment sur l'entente entre agriculteurs et écolos, et malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le citer, parce que j'ai plus la référence en tête, mais qui disait que justement les tensions entre agriculteurs et par exemple, je pense à l'Office des forêts, qui est souvent mis en cause par les agriculteurs dans les médias. La police de l'environnement, qui fait partie des... on en parlait lundi dernier. Ce rapport montre qu'il est largement... ce rapport conflictuel, que le rapport montre que le rapport conflictuel est surévalué par les médias. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à monter les deux tendances l'une contre l'autre, et ce serait intéressant parce que c'est la première fois que je vois un rapport comme ça qui dit qu'en fait globalement ça se passe bien. Bon, de toute façon, là encore une fois, la question va être politique, puisque pour aider la transition agricole, appelons-la comme ça, il va falloir des moyens, il va falloir de la pédagogie. Et voilà, donc ça dépend aussi du politique et pas simplement du bon vouloir des agriculteurs. Oui, et en fait, les agriculteurs sont quand même les premiers, sont les plus proches de la nature, et il y en a énormément qui sont sensibilisés à la question écologique. Ce qu'ils veulent juste, c'est pas qu'on leur fasse reposer le poids de la transition sur leurs pauvres seules épaules. Et puis, voilà, après, il y a beaucoup d'absurdités administratives. Moi, j'étais sur un bateau de pêche il y a 2 semaines pour faire un reportage sur la pêche à la coquille Saint-Jacques. Et les réglementations sont telles. Alors, elles portent beaucoup de fruits, mais les pêcheurs sont parfois vraiment asphyxiés et infantilisés. Donc,
il y a aussi une manière de faire, en fait. Mais en soi, sur le problème écologique, moi, j'ai eu l'impression que tout le monde est quand même assez d'accord. Il y a un consensus. Les agriculteurs sont assez sensibilisés. Les agriculteurs de la mer, en tout cas. Les médias ont un rôle à jouer pour justement que cette entente puisse être largement répercutée et pas forcément les litiges, hein, parce qu'on parle souvent des litiges. On parle souvent des litiges, mais on parle beaucoup moins effectivement de ce qui se passe bien, des accords qu'on arrive à trouver, des partenariats, des choses qui se font ensemble. Ça marche moins bien, quoi. Vous avez fait un saut au salon de l'agriculture, l'un et l'autre ? Non, moi non. Non ? Hélas, pas cette année. Pas cette année. Bon, écoutez, nous, on a... Et vous ? Bah oui, écoutez, nous avons eu l'occasion d'y aller, puis de recevoir aussi un certain nombre d'interlocuteurs sur le sujet, et d'aborder quelques thématiques proches des nôtres. Le foot français, on va passer à un autre sujet pour le temps qui nous reste. Mayol Aldebert et Paul Picaretta. Le foot français est-il au bord de la crise de nerfs ? Des audiences en berne, la crise des droits télé, la querelle sur l'arbitrage, des changements aussi dans les modes de consommation du foot. C'est une manière de revenir un petit peu aux médias. On a commencé avec la disparition de la chaîne C8. Le football, qui est quand même une locomotive à audience, traverse-t-il une grave crise existentielle ? Un papier du journal Le Monde le soulignait tout récemment. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui amènent à considérer que cette crise est grave, Paul Picaretta. Bon, c'est pas la première crise grave, mais de fait, je pense qu'il y a une escalade de la crise. Pour vous faire un petit tableau, le foot français traverse une crise des droits télé, c'est-à-dire que les clubs professionnels en France vivent en moyenne à 50%, le 50% de leur budget provient des droits télé, c'est-à-dire le principal diffuseur du foot verse de l'argent au club pour être diffusé. Donc ce sont les chaînes de télé. Voilà. Toutes chaînes confondues. Alors en France, c'est DAZN, le principal diffuseur de la Ligue 1. Bon. Et puis ensuite, vous avez Bein, une chaîne qatari qui est minoritaire, qui diffuse simplement 2 affiches sur 10 de la Ligue 1. C'est un sujet qui existe depuis le Covid, en fait, avec la crise des droits télé, avec l'effondrement de Mediapro, qui était le diffuseur à l'époque et qui n'a pas pu verser l'argent à cause de la crise. Et ensuite, on va de crise en crise depuis 2020. Et je rappelle qu'à l'époque, historiquement, le diffuseur du foot français, c'était Canal+. Mais que Bolloré n'a pas voulu se positionner sur le foot français parce qu'il proposait un autre type d'offre. Bon, il y avait une rupture. Voilà, c'est ça un peu l'histoire des droits télé, hein, l'histoire accélérée. Et donc, comme on a un problème de versement pour les clubs français, ça crée une crise où les présidents se rejoignent entre eux pour faire des réunions. Et le président le plus charismatique ou le plus en vue, qui s'appelle Nasser El Khelaifi, qui est le président du Paris Saint-Germain, et lui pris dans un conflit d'intérêts puisqu'il se trouve être aussi le patron d'une autre chaîne télé de diffuseurs, c'est-à-dire qu'à la fois vous êtes client et propriétaire, donc ça pose une question de conflit d'intérêts. Voilà le tableau. Et puis il y a la question effectivement du piratage qui est très importante, puisque vous avez en moyenne, c'est très dur à estimer évidemment, mais on peut estimer qu'il y a 2 millions de consommateurs de foot à peu près, en moyenne, hein, avec évidemment des pics. Mais sur ces 2 millions, on n'atteint jamais 2000 clients, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent déjà sur des plateformes... Vous voulez dire 2 millions de clients ? Il y a potentiellement 2 millions de clients, mais il n'y a jamais 2 millions de clients réels, puisqu'il y a le piratage, il y a des gens qui regardent effectivement sur Telegram ou ailleurs. Et vous avez un autre sujet pour terminer, c'est le problème que ça pose, c'est que les gens, les jeunes, mais pas que, se désintéressent de plus en plus de l'offre football à cause de justement c'est trop long. De ces crises. C'est trop long. 2, un match, c'est trop long. Un match de 90 minutes, c'est trop long. Les jeunes veulent des formats de 10 minutes, on nous dit, 10, 15 minutes, voilà. Ils regardent les résumés. Ils regardent les résumés, hein, les résumés de 10 minutes fonctionnent beaucoup mieux que les matchs de foot. Et puis, il y a une crise de nerfs du public aussi, c'est-à-dire que comme on va de crise en crise, à la fin, les gens se détournent de leur club. Et on pourrait ajouter dans l'eau le prix des places dans les stades qui augmente, à cause de la crise. C'est-à-dire que plus il y a de crise... C'est la spirale. Voilà, la spirale négative.
Et à la fin, les présidents de club se tapent dessus. Et ça a donné ce week-end un moment complètement fabuleux où le président de l'Olympique de Marseille a traité tout le monde de corrompu en disant que l'arbitrage est corrompu, etc. Bon, il s'est entre-temps excusé à l'AFP. Mais voilà. Ça fait beaucoup quand même. Au moins, ça fait parler du foot. Moi, je sais pas si c'est un très bon calcul de la part de DAZN quand même de rentrer dans cette polémique-là, parce que en fait, leur problème principal, eux, c'est que je crois qu'ils ont 500 000 abonnés, ce qui est beaucoup moins qu'espéré. Ils avaient un objectif de 1,5 million. Bon, c'était aussi de la communication, parce que 1,5 million, ils n'y seraient pas parvenus, mais le problème, c'est la désertion de ces abonnements qui coûtent une quarantaine d'euros. Et 40 euros dans un contexte de crise économique, de fin de mois. Bon, c'est par mois 40 euros par mois. 40 euros par mois, oui. C'est compliqué, sachant que le foot, c'est le sport populaire par excellence. Et je trouve que c'est intéressant la baisse d'audience et le désintérêt pour le foot en général. Parce que, en fait, si on essaie de dresser un diagnostic, ça dit beaucoup de choses. Déjà, il y a beaucoup d'autres sports qui prennent de l'ampleur, qui sont accessibles en clair. Je pense par exemple au biathlon sur la chaîne L'Équipe TV. Alors moi, je suis pas un footeux, mais je regarde beaucoup le biathlon. Et ils ont fait c'était les mondiaux en Suisse la semaine dernière. L'équipe de France a remporté 6 médailles d'or sur 12 courses, si je dis pas de bêtises. Donc il y a eu toute l'époque Martin Fourcade, et puis ensuite voilà. Mais bon, je pourrais parler des heures, mais je vais m'arrêter là. Mais ils ont fait des audiences exceptionnelles sur la chaîne L'Équipe. Donc il y a ce sujet-là, et puis on arrive aussi après les Jeux Olympiques, qui a remis aussi au goût du jour certains sports en accès gratuit. Et puis donc ça c'est une première part. Et deuxièmement, c'est vrai que il y a le format aussi. Le format 90 minutes, on se retrouve entre amis, qui est concurrencé par une multitude en fait, d'offres de divertissement sur les plateformes de streaming, mais pas que. Il y a aussi le scrolling tout simplement sur les réseaux sociaux. Honnêtement, la moyenne d'écran portable, ordinateur, télé confondu par jour pour la jeune génération, c'est vraiment colossal. C'est 7 heures à peu près. C'est 7 heures, ouais. C'est énorme, et on est capable de passer des heures à scroller des vidéos donc d'une trentaine de secondes, c'est même pas 10 minutes, quoi. C'est vraiment qui vous enferme. Donc ça coupe un peu des relations sociales. Et je me demande s'il n'y a pas un effet Covid où pendant le Covid, les gens se sont retrouvés seuls. Donc peut-être qu'au lieu de partager, de se retrouver, partager une bière, une pizza ou je ne sais quoi autour d'un match de foot, ils se sont plus canalisés sur des offres individuelles. Je me demande s'il n'y a pas cet effet-là aussi qui joue sur les audiences. Effectivement, il y a la fragmentation du sport avec du MMA, du tennis, du vélo, enfin tout un tas de choses qui se présentent sur des formats très très courts. Donc les gens s'intéressent de plus en plus au sport. Est-ce qu'il faudrait voir la nature de cet intérêt? Est-ce qu'on n'est pas vraiment encore dans du pur divertissement où la passion est assez fragile et se détourne de leur passion historique, qui est le foot, leur club? Et donc cette augmentation de l'offre fait aussi que le match de foot qu'on regardait quand on était petit, c'était un peu l'événement. Il y avait un match par semaine. Aujourd'hui, vous avez 4-5 matchs de foot par soir. Oui. Il y en a trop d'une certaine façon. Il y a trop de matchs. Et donc, il y a tellement d'offres que ça descend l'attention, l'émotion qu'on pouvait avoir pour le match de la semaine. Et ça, c'est un effet dont on ne mesure pas encore les conséquences. Merci beaucoup de nous avoir fait partager vos réflexions. Paul Picaretta, journaliste, éditeur, et Maëlle Aldebert, journaliste au Figaro. Merci d'être fidèle à ce débat du jour. Chaque matin, entre 9h et 10h.